C'est le temps des photos de la presse. Merci Evelyne. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents pour cette rencontre. Alors avant de présenter nos invités et de brosser un peu la thématique que nous allons aborder pendant une heure, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je vais commencer par la mauvaise. Victor Delarbol n'est pas parmi nous. Il a eu un gros pépin de santé juste avant de prendre l'avion. Il a été conduit à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger, ça c'est la bonne nouvelle. Bon, il va beaucoup nous manquer, c'est un écrivain pour lequel nous avons une immense estime et il aurait été, ce plateau était parfait avec lui. Il l'est encore sans lui, mais bon, ça fait toujours un petit pincement au cœur de se priver d'un grand auteur. Voilà, donc bienvenue ce soir pour cette rencontre. Et dans ces échanges, je suis accompagné par deux formidables interprètes qui sont aussi traductrices. Anne-Laure Tissu, qui est traductrice et qui ce soir sera la voix française de Alexandre Darémon, et Karine Chichereau, qui est ce soir présente à double emploi, puisqu'elle est aussi la traductrice de Darragh MacKeon. Voilà. Alors, je vais présenter nos deux formidables écrivains qui sont ici. Donc, Darragh MacKeon, vous êtes irlandais. Vous avez grandi dans les Midlands. Vous avez beaucoup voyagé. Et l'écriture d'un premier roman, Tout ce qui est solide se dissout dans l'air, publié déjà chez Belfond et repris en poche en 10-18, a été pour vous le début d'une grande aventure qui se poursuit aujourd'hui avec ce magnifique livre, Le Dimanche du souvenir. Vous êtes aussi journaliste, vous avez signé de nombreux articles dans pas mal de quotidiens et d'hebdomadaires irlandais, et vous avez une passion assez marquée pour le théâtre. Voilà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis, à côté de moi aussi, Alexandre Darémon. Alexandre, vous êtes né à Sarajevo, en ex-Yougoslavie. Vos études vous ont conduit à Chicago en 1992. Vous vouliez approfondir votre connaissance de l'anglais et finalement vous y êtes resté. Une tragédie a commencé cette année-là à Sarajevo, un long siège que vous connaissez tous de triste mémoire, et ça a finalement été pour vous une sorte d'impossible retour après. Et votre connaissance de l'anglais allant de mieux en mieux, vous avez commencé à écrire en anglais, ce qui a abouti à un premier recueil de nouvelles qui s'appelle The Question of Bruno, qui a été traduit en France par De l'esprit chez les abrutis, chez Robert Laffont, où on a découvert là un style inimitable dans ces nouvelles où l'humour, la gravité se mêlaient et formaient une sorte d'ensemble qui pourrait très très bien être lu et vu comme un roman. On peut citer entre autres œuvres marquantes le projet Lazarus que vous avez toujours publié chez Robert Laffont, et je dirais que tous ces livres préparaient un autre qui s'appelle Un monde de ciel et de terre, traduit par Michel Albaret-Match, que je salue ici, puisque son travail a permis quand même de rendre ce texte extrêmement vivant en français, et je crois que le pari était assez compliqué. Voilà, deux livres magnifique. Je ne vous ai pas montré la couverture du livre de Darragh MacKeon qui a paru l'an dernier comme celui d'Alexandre Darémon. Donc vous voyez qu'au Festival Américain, on a de la suite dans les idées. Hein. On aime bien que les auteurs puissent faire défendre et que la vie de leur livre se poursuive sur le temps long. Alors pourquoi avons-nous appelé cette rencontre les uns contre les autres? Si vous voulez, j'ai bien le sentiment, et ceux qui étaient à la rencontre précédente ne me contrediront pas, que notre histoire est faite de conflits, notre histoire est faite de brutalité depuis l'aube des temps. Hein. Quel grand récit de l'humanité n'est pas traversé par ces guerres, par cette violence? On pense bien entendu à l'Iliade et au siège de Troie, mais à Gilgamesh également, l'Énéide. Enfin, tous ces textes portent en eux l'extrême conflictualité de l'homme. Je dis bien l'homme, surtout l'homme d'ailleurs. C'est surtout des hommes que vient ce sentiment guerrier. Mais je ne voulais pas écarter totalement la possibilité d'un autre sens de la polysémie de contre. Contre, c'est aussi se mettre contre les autres, profiter de leur tendresse, trouver du réconfort auprès d'eux. Et je dirais que
pour rassembler ces deux livres sous l'autorité de cet intitulé, je dirais que ces deux livres portent en eux ça. Ils sont à la fois des livres qui racontent comment des individus peuvent être pris dans le tourbillon de la violence de l'histoire et en même temps trouver à chaque fois des choses qui les ramènent à cette beauté première qui est celle de l'amour, de l'amitié, qui est celle de la fidélité et qui est celle du réconfort. Voilà, c'est ce qu'on trouve dans ces deux livres merveilleux. Mais je voulais quand même commencer par la face la plus sombre de vos livres et on va y entrer petit à petit. Je suis tombé sur une citation d'un philosophe français que vous connaissez, qui s'appelle Voltaire, dont la renommée est mondiale. Et voici comment lui résume l'histoire de l'humanité. Les hommes sont des insectes se dévorant les uns les autres sur un petit atome de boue. Alors moi, je la trouve assez drôle en même temps. Qu'est-ce qu'elle vous inspire à tous les deux, cette citation? Et est-ce que c'est une phrase que vous auriez pu mettre en exergue de votre livre? Sacha, peut-être? No. All respect to Voltaire, who also said on his deathbed, as you might know, when the priest asked him to renounce Satan, he said, now is not the time to do that. Now is not the time to, upset friends. I mean, humans are amazing because we are both capable both of incredible love and sacrifice and community building, and also of incredible crimes and selfishness and destruction. And there was never a time when only one of those things was operating in the humanity. And both things, in some ways, so far at least, are a way to organize a community, right? And whereby the word community has neutral value. The Nazis were a community, right, too. And so I don't know how to fix that. But I do know that out of that conceptual conflict, that we're both capable of evil and good, sometimes the same person, a lot of art comes. Precisely because that problem cannot be resolved. It cannot be solved. So we all individually, as a community, as humanity, have to figure this out, how it is possible that there are Trumps of the world, but also, Margaret Atwoods of the world. And that is both scary and inspiring. Question put by Voltaire. At his deathbed, the priest asked him to renounce Satan, and he said, now is not the time to make enemies. Donc non, la réponse est non. Cette citation n'aurait pas pu figurer en exergue du roman d'Alexander Hemon. Voltaire, on le sait, sur son lit de mort, quand le prêtre lui a demandé de renoncer à Satan, a déclaré que ça n'était pas le moment de s'attirer des ennemis. C'est prodigieux, c'est fascinant, c'est terrifiant aussi de constater cette ambivalence de l'être humain, capable des plus grands sacrifices, capable de créer des communautés, mais aussi capable des pires crimes, des pires atrocités, d'un égoïsme parfois absolu. Et cela a toujours été, cela sera sûrement toujours. Et quand on parle de communauté, il s'agit de toute communauté. Les nazis formaient aussi une communauté. Donc je ne saurais pas comment régler ce problème, cette dualité. Ce que je sais en revanche, c'est que de cette association presque intrinsèque du bien et du mal sont nées les plus grandes œuvres, en tout cas de très grandes œuvres. Et nous ne pouvons que faire face à cette dualité. Il y a un monde avec des Trump et avec des Margaret Atwood. Et c'est notre lot et essayons d'en tirer de belles choses, de voir la fertilité que cela peut avoir pour l'art. I have another Voltaire quote, which is that history is a set of lies agreed upon. J'ai une autre citation, l'histoire est un tissu de mensonges sur lequel nous nous sommes mis d'accord. So I suppose I find it difficult to make very large statements about conflict or about those human nature, really.
J'ai du mal à avoir de grands discours sur ce genre de thème comme le conflit. I think what I'm interested in is the specificities of each conflict. Each relationship is different, each love is different, each conflict is different. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la spécificité de chaque conflit, que ce soit des conflits amoureux ou des conflits à une autre échelle. Il y a aussi des conflits intérieurs. On va rentrer un petit peu plus avant dans votre livre, Darak. Donc, Le Dimanche du Souvenir, c'est un livre qui raconte d'une façon tout à fait singulière, étonnante et bouleversante un conflit fratricide qui est le conflit nord-irlandais où deux communautés se sont fait face pendant des décennies et avec un pic de violence inouïe dans les années 80, qu'on appelle les années de trouble. Et là, on va faire la connaissance d'un personnage des années après qui a choisi New York comme ville où se reconstruire, mais il est quand même blessé de l'intérieur. Et la première scène nous le présente comme étant foudroyé par une crise d'épilepsie. Alors, il n'est pas devenu épileptique sans raison. Il est devenu épileptique parce que un certain dimanche, en 1985, avec son père, il se rendait à une commémoration tout à fait normale et qui ne semblait pas du tout présenter de danger. Or, pendant cette célébration, une bombe a explosé, a fait 11 morts, 63 blessés, une véritable boucherie. Simon était là avec son père et ça va créer chez lui un traumatisme absolument inouï. Mais le livre ne s'arrête pas à ce traumatisme originel. Le livre va petit à petit se déployer et c'est là, je crois, l'un des aspects les plus fascinants de votre travail. C'est qu'on va avoir en regard aussi la vie d'un autre jeune homme qui va être relié à Simon d'une façon tout à fait subtile et qui lui aussi a essayé de comprendre quelle était sa place dans ce monde, mais qui va prendre un autre chemin que celui de Simon. Voilà. Alors, je ne peux pas aller beaucoup plus loin dans ce livre, parce que finalement, c'est comme tous les très beaux et très grands livres, c'est un livre que l'on ressent profondément. C'est un livre qui nous fait passer par un nombre d'émotions absolument considérables, mais qui raconte deux types de conflits. Il y a un conflit évident, celui que l'histoire raconte, mais il y a aussi un conflit intérieur qui est celui de ces personnages. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée de la double conflictualité qui traverse votre livre? Yeah, it's hard to understand how I started writing about the book. It had many different origins. Oui, c'est difficile pour moi de raconter comment est-ce que j'ai commencé à avoir l'idée de ce livre et à l'écrire. But one of the origins was the idea of borders. And so I was living in New York around the time that I started writing this book, and I was there when Trump was elected. Mais je vivais à New York, en fait, quand j'ai commencé à l'écrire, et c'était à l'époque où Trump a été élu. And so it's a society that thrives on conflict, like the media perpetuates conflict and the media perpetuates polarization. C'est une société en fait qui se délecte du conflit et on voit les médias porter les choses à un niveau très très élevé, très très intense. And it made me think about Northern Ireland and about that situation which has become peaceful. Actually, there is unity now in Northern Ireland. Et en fait, ça m'a fait penser à l'Irlande du Nord, même si l'Irlande du Nord est devenue une région tout à fait paisible maintenant, qui a complètement changé. And it's a place where a physical border, so there used to be, when I was a child, there was a very strong border in Northern Ireland, and when I would visit relatives, we'd drive there, and there'd be British soldiers and checkpoints and guns. Et à l'époque où j'ai grandi, il y avait une frontière matérialisée de manière extrêmement visible parce qu'il y avait des soldats, il y avait des checkpoints, et quand je rendais visite à des gens de la famille dans le Nord, on passait par toutes ces étapes. And now when you drive from the south of Ireland to the north of Ireland, the only thing that tells you you're in a different place is that your mobile phone will beep and say you're on a different network. Et maintenant, quand vous passez de la République d'Irlande en Irlande du Nord, le seul moyen de le savoir, c'est que votre téléphone bip pour vous dire que vous avez changé de pays. So I think if geographical borders are the result of borders in the mind, then also peace comes from dismantling the borders in your mind.
Donc si les frontières géographiques sont issues de frontières qui sont dans la tête, alors on peut imaginer qu'on peut amener la paix. So I was actually, on the night of Trump's election, I had a friend who's a musician, and she was invited to the New York Times, had like a Facebook Live page, and she was invited to play inside the offices of the New York Times. Alors en fait, la nuit où Trump a été élu, j'ai une amie qui est musicienne qui a été invitée au journal Le Time pour jouer en fait pendant la soirée. So we were there on the news floor on election night, and I was surrounded by all these journalists, and they were shocked. They just couldn't believe it. They had spent 2 years writing about one subject, and everybody was in complete shock. Donc cette nuit-là, enfin cette soirée-là, donc nous étions là-bas et nous étions entourés de journalistes qui étaient complètement en état de choc parce qu'ils avaient passé 2 ans concentrés sur un seul sujet, et là, tout d'un coup, boum, ça a explosé. And so I started thinking about the idea of expertise in the media, that all of these people who have expert opinions really aren't experts. Et là, je me suis dit, mais en fait, ces gens-là sont censés être tous des experts, et en réalité, personne n'est vraiment expert. And I also really thought about, when I was growing up, I was maybe 9 or 10 years old, there was a Beirut hostage called Brian Keenan, so he was seized by Hezbollah in Beirut. You probably remember there was a series of Beirut hostages, and he was one of them. He was from Belfast. Et quand j'étais enfant, je devais avoir environ 9 ans, il y a eu une prise d'otage à Beyrouth. Et donc il y a Brian Keenan qui a été pris en otage par le Hezbollah. Vous vous rappelez sans doute de la crise des otages au Liban. And he's written this extraordinary book. I think maybe it's one of the best Irish non-fiction books ever, but it's called An Evil Cradling. Et donc il a écrit un livre de non-fiction sur le sujet, et je pense que c'est le meilleur livre irlandais en non-fiction, et ça s'appelle An Evil Cradling. Bercer le démon. Et je ne sais pas si ça a été traduit en français. Ouais, je sais pas. But so after maybe 3-4 years of captivity, he began to ask himself, with his captors who were Hezbollah, how much of them is in me and how much of me is in them. Et au bout de 3 ou 4 ans de captivité, il a commencé à se poser des questions, et notamment vis-à-vis du Hezbollah, quelle est la partie d'eux qui est en moi et quelle est la partie de moi qui est en eux. And he came from Belfast, so he was, that's an example of someone who comes from a zone of conflict who had to just take away the borders of his mind. Really. Et il venait de Belfast, donc c'est quelqu'un qui évidemment a dû se poser beaucoup de questions sur le problème de la frontière et du conflit. So I think that, somewhere in there is an answer. Non, mais en tout cas, cette histoire de frontières et cette histoire de part que l'on détient de l'autre, de celui qui nous a fait du mal ou de celui qui a souffert, eh bien, me ramène tout naturellement à votre livre, Sacha, puisque ce livre, et je vais essayer de le résumer brièvement, commence à Sarajevo en 1914, quelques heures avant l'attentat qui va précipiter l'Europe dans la guerre. 2 personnages vont se rencontrer au fil du livre, mais d'abord, il y en a un qui s'appelle Raphaël. Et Raphaël est pharmacien. Il plane un peu, il prend du laudanum pour regarder le monde un peu différemment, et il doit cacher aussi quelque chose qui à l'époque n'est évidemment pas du tout acceptable au regard de la société. Il est homosexuel, mais il l'exprime quand même d'une façon assez extravertie. Il y a une scène qui est presque une scène de comédie au départ, mais très vite le livre va emporter ces personnages dans son tourbillon complètement fou, puisqu'on va très vite se retrouver en Ukraine, dans les tranchées, endroit terrifiant où il va tomber amoureux. C'est une histoire d'amour très forte avec un autre, un homme qui s'appelle Osman, et avec qui ils vont fuir cette guerre tout autant qu'essayer de revenir chez eux sans jamais pouvoir réellement le faire, puisque le souffle de la guerre va continuer de les pousser vers l'Est. Le livre se déroule sur une durée de près de 40 ans, de 45 ans, de 1914 à 1949, et trouve un épilogue tout à fait bouleversant
en 2001 à Jérusalem. Voilà, ça c'est pour vous brosser un peu ce livre. Et quand je vous dis ça, je vous ai rien dit, parce que bien entendu, ce qui fait la force de ces personnages, c'est la langue que leur accorde Sacha. C'est une langue puissante, travaillée dans le temps de cet exil forcé, faite des briques et des brocs que l'on ramasse sur le chemin. C'est une langue qui se construit avec le lecteur. Et c'est vrai que dans un cas comme dans l'autre, nous sommes en présence de romans qui demandent au lecteur de se mettre quand même un peu au niveau de l'exigence qu'ils ont eue pour eux-mêmes. Et moi, j'aime beaucoup quand les écrivains nous proposent ça, ils nous demandent de travailler un petit peu. Et ça, c'est formidable. Et donc, dans ce livre, bien entendu, quand on part de Sarajevo, qu'on arrive à Shanghai, eh bien, on passe des frontières. Est-ce que la frontière était l'un des grands sujets de votre livre? À vous aussi, Sacha. Well, actually, they do not cross borders because the world has fallen apart. So the book starts in 1914, the day the World War I starts, effectively, the assassination of Franz Ferdinand in Sarajevo. And ends in pretty much in 49 in Shanghai. There's an epilogue in Jerusalem in 2001. But as my characters move from Sarajevo to Shanghai, there's World War I, and they find themselves in Galicia, today's Western Ukraine. And then as prisoners of war, they end up in Central Asia, and then they escape and go to Western China towards Shanghai. But at that time, in the book, they, at no time, other than the very beginning, they go through what we would call a state, or let alone a nation state, or a regulated society with functioning borders and social order and so on, right? It is kind of perpetually apocalyptic situation, which is common in the history of this world, right? We're used to borders and regulating borders and passports and all this, but for the longest time, 19th century, there were no really passports, right? Passports are a relatively recent invention, and let alone identity. Now you go to the airport, they take your picture, and there's a machine in that airport that knows what I look like. Anyway, they experienced none of that. The book, why don't you interpret so I don't know. En fait, il ne traverse pas de frontières à proprement parler parce que le monde est dans un état de chaos total. En 1914, l'assassinat de Franz Ferdinand, en 1949 à Shanghai. Ensuite, il y a un épilogue qui se déroule à Jérusalem en 2001. Les deux personnages, en tant que prisonniers de guerre, s'échappent. Enfin, donc, ils voyagent de par le monde, mais ils ne traversent pas de frontières à proprement parler, pour la simple raison que les États sont dans un état, les États sont en déliquescence, il n'y a plus aucun ordre social, c'est un chaos perpétuel. C'est le roman entier se déroule dans cette condition apocalyptique. Et c'est extrêmement commun dans l'histoire mondiale, ou en tout cas au XIXe siècle. C'est presque le lot d'une majorité de lieux de la planète. Le passeport, finalement, c'est une invention récente. Et cette facilité aujourd'hui à identifier les individus n'existait pas à l'époque. Donc il n'y a pas de frontières à proprement parler dans l'univers dans lequel évoluent mes personnages. So the book has a very basic structure of humans moving through space that is not necessarily friendly to them. And this is, in some ways, the fundamental narrative structure in humanity, in that, and it's not the only one, obviously, but Gilgamesh and the Odyssey and, Beowulf and Don Quixote and On the Road by Jack Kerouac. The basic structure is humans go through space and run up against, borders or adventures or dragons or drugs, and something happens, and that requires narration. And I think it is a consequence of our biological needs to move in space, to migrate, because humanity as a species, and I will generalize, is impossible without migration, right? And also culture as such is impossible without migration, because the transmission of knowledge and language and all that before the internet required movement through space. And so borders control that transmission.
right? Borders not only they separate people, they separate national cultures, but they regulate the transmission of human knowledge between various groups of people. And so it's not that I was writing a book against that, but I wanted to make it basic. Two men who love each other are passing through space and trying to survive the way that Gilgamesh and Enkidu went to the underworld, and to see under what circumstances can their love survive, and in what way. And for that, in some ways, I removed the borders, but cranked up the violence. Mon livre a une structure très basique. Des hommes traversent des espaces potentiellement hostiles. C'est le grand récit de l'humanité. On le trouve dans Gilgamesh, on le trouve dans l'Odyssée, dans Sur la route de Cormac McCarthy. Ces personnages, ces humains se heurtent à des frontières, ils se heurtent à des obstacles, des dragons, de la drogue. Et de cet événement naît une histoire. Je pense que c'est là la conséquence d'un besoin biologique, physiologique de bouger. C'est aussi un besoin culturel. La transmission du savoir avant Internet est impossible sans voyage, sans mouvement. Et les frontières sont là pour le contrôler. Donc je n'ai pas voulu dans mon livre m'opposer à cet élan, mais j'ai voulu le représenter de manière très basique. Deux hommes qui s'aiment sont amenés à traverser des territoires hostiles. Donc quelles circonstances vont permettre à cet amour de perdurer? And of course you can think of a border as a line where someone decides whether you're one of us or one of them, right? And the mind borders function the same way, right? But physical borders too. You go to the airport, and there's a line for people with these passports, and a line for people with those passports, right? The difference genetically is nil, right? Or in many other ways. But it has to be sorted out, which is to say that otherness is always a social construct. No child has ever looked at other child at the age of 3 and say, you are the other, right? They have to be trained to recognize differences and then to organize their identity around those differences. And particularly, and this is, what nationalism and fascism and modern state is based on, to think of those differences as essential, right? That's somehow inherent in this particular group of human beings. And then we have to have our own state and have our own border and have our own army and have to kill those people over there because they're not us, but they're on our land. Et donc, on peut concevoir la frontière comme une ligne qui sépare l'autre des nôtres. Et on le visualise aussi au contrôle douanier. Il y a plusieurs fils pour les différents types de passeports. Vu de l'extérieur, toutes les personnes qui font la queue se ressemblent, elles sont identiques et pourtant, on insiste sur cette altérité. Et cette absence de différence visible, en tout cas relativement, c'est une construction sociale. Avant de recevoir l'éducation qui lui enseigne à distinguer les autres de lui-même, un enfant ne fait pas cette différence-là. C'est un acquis et c'est sur cette construction des identités selon des différences que reposent les fascismes, les nationalismes, et en particulier lorsque ces nationalismes et ces fascismes font de ces différences la caractéristique principale d'une identité. On montre l'autre du doigt et on cherche à lui nuire ou à s'en débarrasser parce qu'il est sur notre territoire. Alors Sacha parlait de la forme de son livre, qui est au service des thèmes qu'il explore. Qu'est-ce que vous diriez sur la forme de votre livre? Moi, j'ai eu le sentiment qu'il était construit un peu comme un roman concentrique, une forme concentrique, autour de cette déflagration initiale, comme si on matérialisait dans le livre l'explosion avec ces éclats qui se diffusent autour et les personnages
qui gravitent. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette interprétation de votre construction et qu'est-ce que vous diriez sur la forme de votre livre et en quoi celle-ci explore au mieux le sujet qui est le vôtre? Yeah, it's an organic structure for me, so it came out of the writing of the book, it wasn't planned. Oui, c'est une structure qui est venue d'elle-même, qui est née spontanément. C'est pas quelque chose que j'ai conceptualisé. I wrote it at a really interesting time of my life. So when I was living in New York, I was volunteering in a hospice in Bellevue Hospital. Donc en fait, je l'ai écrit, ce livre, à une période très intéressante de ma vie. J'habitais à New York et j'étais bénévole dans un hôpital. New York, as you know, is a place that you really need human connection there. You know, things move so fast and it's very fueled by money. So I really went there to experience kind of human connection. Vous savez que New York, c'est une ville où tout va très très vite et avoir des rapports, des relations humaines avec des personnes, c'est quelque chose de très important parce que sinon, bon, c'est quand même l'argent qui domine un peu tout. And I was beginning to write a book about an Irishman in Chinatown, which wasn't working, but separate to that, I was volunteering in this hospice. Donc en fait, à ce moment-là, j'avais commencé à écrire l'histoire d'un Irlandais qui se retrouve à Chinatown. Et en parallèle, donc, j'étais bénévole dans cet hôpital. And most of my work was with people who, in medical terms, they call them actively dying. That's the term. En termes médicaux, ce sont des gens dont on dit qu'ils meurent activement. Alors, personnellement, je ne sais pas exactement quel est le terme en français. Y a-t-il un médecin dans la salle? And so people go through phases at that end of their life. So usually, and I began to be very experienced in this. Usually people really want to talk. They really want to talk out their life story. And then they come to a phase of silence. En fait, ce sont des gens qui sont arrivés vraiment à la fin de leur vie et ils ont besoin de transmettre quelque chose et notamment, ils ont besoin de beaucoup parler pour se raconter en quelque sorte. And the phase of silence is very interesting because I would sit with these people and you could tell that they were somewhere else. They could see something else. They were living in a reality that was separate from the reality that I was in. En fait, ce qui était aussi très intéressant, c'était leur silence. Parce que tout d'un coup, il y avait comme un voile sur leurs yeux, et on voyait qu'ils étaient dans un autre monde, une autre réalité. And at first, I'd talk about, at least in my own mind, I would talk about them having visions or hallucinations, or they were in an inside world. En fait, dans ma tête, moi, je me disais, bon, ils ont des visions, ils sont dans un monde intérieur. But I found that I was denigrating their status, that the reality I was in, because it was concrete and I could touch it, was more real than the reality that they lived. En fait, je dénigrais l'expérience qu'ils faisaient parce que moi, j'étais bien ancrée dans mon monde matériel que je pouvais toucher, qui était très présent. And so, when we talk about borders, it's kind of the same thing, right? That we have a perspective that we say, my perspective is more real than your perspective. My understanding is more concrete and more tangible than your understanding. Et en fait, c'est là qu'intervient la notion de frontière, parce qu'on est toujours du côté d'une frontière, et on a toujours l'impression que c'est nous qui avons raison, qui faisons l'expérience la plus réelle. Mon expérience à moi est plus réelle que celle de l'autre. And at the same time, I was reading about epilepsy, separate to this, really, but I was finding a lot of the parallels were coming out in that experience of epilepsy. Et en fait, à ce moment-là aussi, je lisais des livres sur l'épilepsie et ça m'intéressait beaucoup parce que je voyais des parallèles avec cette situation. And Dostoevsky, Dostoevsky is obviously one of the most famous writers of epilepsy, but he describes the moments before a seizure as almost being a symphony. He has this symphonic understanding of the world. Et en fait, vous savez que Dostoïevski est un des auteurs qui a le mieux écrit à propos de l'épilepsie. Et il parle beaucoup notamment de la phase qui précède juste la crise d'épilepsie. Et il dit que c'est une sorte de symphonie. And that as painful and difficult as his condition is, it's almost worth it because he gets to experience these moments of symphonic understanding. Et il dit que ça vaudrait presque la peine d'être épileptique, ne serait-ce que pour pouvoir connaître ces moments symphoniques qui précèdent la crise. So,
Yeah, I suppose I was, you know, I had Northern Ireland in my head, and then this idea of breaking down borders and deconstruction. But I suppose it brought back to me how blind we are on a day-to-day, that we're, you know, it's almost like we've got cataracts, that we've blinded ourselves to the kind of incredible complexity of the world. En fait, j'avais toutes ces idées donc, qui me tournaient dans la tête, mais seulement par moments, on finit par être comme si on avait des cataractes dans les yeux et qu'on n'arrive plus à voir vraiment la réalité, sauf sans qu'elle soit déformée. I suppose, so my character came out of that. My character of Simon, who's a man who struggles with epilepsy. He has a relapse after many years. But the relapse it's not just a condition for him, it's actually, he's struggling with breaking through into a deeper comprehension. En fait, donc, mon personnage, Simon, après de très très longues années sans avoir eu de crise, soudain a une crise d'épilepsie. Donc, il retombe dans cette maladie. Mais en fait, ça n'est pas seulement retomber dans cette maladie, c'est aussi comme une nouvelle prise de conscience. And I suppose ultimately, if we were to provide a definition of peace, it would be that, right? It would be a deeper comprehension. En fait, si on devait définir la paix, on pourrait la définir ainsi, c'est que la paix, c'est une compréhension du monde approfondie. Une compréhension du monde approfondie, chez vous, Sacha, ça passe aussi par la confrontation à la violence, mais avec toujours, et c'est vraiment l'un des marqueurs forts de votre livre, cette présence de l'amour qui vibre en continu, même dans les moments les plus atroces, vécus par Raphaël, vécus par Haussmann. Et pourtant, il n'y a pas de dualité. L'amour et le mal, l'amour et la haine ne sont pas présentés comme deux choses duelles, mais comme une sorte de mouvement perpétuel. Well, I mean, love is always individual. There are no nations loving each other, right? Or large groups of people. Love is always corporal too, right? You have to smell the person, whether it's your children or a lover or your parents. There's this physicality to love that is, you know, we're rooted in that physicality. And it's the root of reality as we recognize it. It's in, you know, there's no Cartesian split, and I don't think that body and mind are not separate. However, you know, history is a conceptual operation, as is war in some ways. That is, my heroes, they end up in the trenches of today's Western Ukraine, Galicia. It was the Austro-Hungarian province where the Austro-Hungarian and German troops fought the Russians. And in 1916, there was something called the Brusilov Offensive, where the Russians crushed the front and broke through and defeated the Germans and the Austro-Hungarians. 1 million people, soldiers, died in those trenches. And you don't know, I don't know the names of any of them, right? Brusilov is known. Brusilov was the general who designed the offensive, right? And you know the names of emperors and whatever, but there's 1 million people, and right now in Gaza and, you know, in Ukraine, people are dying. We don't know their names. We don't know their names, we don't know what their lives were like, who they loved, and so on and so on. But people who loved them knew their names, right? Their existence in the world was real because it was physical, and when that body was destroyed, there was someone who loved them who missed that body. And so the tension is kind of tension. The conflict, conceptual conflict, for me is vertical, right? There are these abstractions, nations, wars, military maps, and there are people who die for those concepts. And they're entirely forgotten. And I believe that literature and art at large, but literature in particular, can provide a kind of an imaginary home for those people. They are entirely forgotten by history, by the agreed upon lies. The biggest one of which is they'd never existed, these people. But we can imagine what they might have lived like. And if they lived, they were loved, or they were capable of love. And that, to me, it's not contrary to history.
but it's the kind of the neglected part of history. The history of humanity is never told as a history of love. L'amour est toujours individuel, un peuple n'en aime pas un autre. L'amour est physique aussi. On reconnaît l'odeur de ce qu'on aime, que ce soit des enfants, des parents, un amant, une amante. Et nous sommes ancrés dans le corps. Et je ne crois pas qu'il y ait une séparation cartésienne entre le corps et l'esprit. Dans mon roman, les deux personnages se retrouvent dans les tranchées dans l'est de l'Ukraine. Et en 1916, une offensive russe a été menée qui a écrasé ce front. Ça a été une défaite absolument cuisante. Plus d'1 million de morts. Connaissons-nous leurs noms? Non, aucun. On se rappelle peut-être le nom du général qui a mené l'offensive. Mais aujourd'hui encore, à Gaza et ailleurs, connaissons-nous les noms des morts? Mais ceux qui les aimaient connaissent leurs noms. Donc, selon moi, le conflit, en fait, on pourrait le représenter de manière verticale. Il y a des abstractions, de grandes idées, des théories, puis il y a des gens qui meurent. L'art, et en particulier la littérature, a le pouvoir d'offrir un foyer, un refuge, un lieu imaginaire pour ces oubliés du discours officiel de l'histoire. Et s'ils ont vécu, ils ont aimé, ils ont été capables d'aimer. Donc je ne pense pas que le roman aille à l'encontre du discours historique, mais il vient en quelque sorte en combler les lacunes, en donnant des noms aux oubliés de l'histoire. En écrivant votre roman, Le Dimanche du souvenir, d'Arak McKeown, est-ce qu'il s'agissait de se confronter au passé, à l'histoire, à la vérité, à l'injustice qui est réservée parfois à certaines victimes qui, comme le disait si bien Sacha, n'ont pas de nom en fait, ne sont pas inscrits sur le mur de la mémoire. Est-ce que c'était l'objet de ce livre ? I feel like Ireland is at an interesting time with this situation because we've had peace in Northern Ireland for 30 years, but we never talked about it actually in that 30 years. It's a very silent place. It's really only now that people are actually talking about their experiences of the Troubles. Alors je pense que l'Irlande du Nord, effectivement, est un très bon exemple pour parler de ce genre de choses parce que nous avons eu donc les Troubles qui ont été une période extrêmement violente. Ça fait 30 ans que c'est terminé et en fait, on ne parle plus de tout ce qui s'est passé. You know, so after the pain comes silence, and then maybe it takes a generation for us to be able to actually allow the pain to come out of our bodies. Après la douleur vient le silence et je pense qu'il faut peut-être une génération pour que justement on puisse à nouveau parler de tout ce qui s'est passé avant. So now people in Northern Ireland are, you know, they talk about generational trauma now, but they didn't 5 years after the peace or 10 years after the peace. It's taken this long. And I suppose I'm interested in what we store in our bodies without paying attention to it, how porous we are. Alors je pense qu'effectivement, il a fallu du temps avant qu'on puisse parler de tout ça, d'assez longues années. Et maintenant, on arrive enfin à revenir à ce genre de sujet. I have friends who are documentary filmmakers, and they made this really sweet little film in Dublin. And they made it there's a little part of Dublin called the Liberties, which is a very working class area. J'ai un ami qui a fait un film documentaire à Dublin sur un endroit qui s'appelle Liberties, oui, c'est ça. Donc qui se trouve dans Dublin et qui est un endroit plutôt de la classe ouvrière. And one of the things they did, they had a tripod and a camera and they put it in front of a church on one of the main streets in the Liberties. Et donc ils ont placé la caméra devant une église face à une rue de ce quartier de Liberties. And the camera watches just people walking past the church and they just do this. Et donc la caméra a filmé des gens qui passaient et qui faisaient le signe de croix. And it's a really unconscious act. It's kind of beautiful in a way to watch these unconscious acts of people. En fait, c'est un acte qui est très inconscient chez les gens et c'est vraiment très intéressant de regarder les gens passer et faire ce signe de croix. But it's also a physical manifestation of the imprint that the church had on our bodies. Et ça montre aussi toute la manière dont l'Église a réussi à se graver elle-même dans nos corps. And maybe one of the privileges of peace is watching
the capacity for that trauma to come out of people's bodies, to come out of children's bodies, you know, to actually become and be released. And I think my character is kind of going through that of allowing peace to come into himself in a cellular level. Et peut-être justement qu'un des bienfaits de la paix, c'est de permettre au traumatisme de sortir du corps et de s'exprimer. J'ai découvert il y a peu une expression japonaise, mono no aware. Cela signifie faire l'expérience de la beauté avec une certaine nostalgie, une certaine tristesse, car on sait que ça ne durera pas. Une sorte de conscience douce amère de l'impermanence des choses. Voilà, c'est sur cette très très belle proposition faite par Darach McKeown dans ce magnifique livre, Le Dimanche du Souvenir, traduit par Karine Chichereau. Merci Karine pour la traduction. Aux éditions Belfond, vous retrouverez Darach McKeown sur le Salon du Livre en dédicace et pendant tout le week-end. Merci beaucoup Darach. On va passer des heures magnifiques avec ce livre. Et le livre de Sacha s'appelle Un monde de ciel et de terre, traduit par Michel Albaré-Match chez Calman Lévy, un livre splendide qui nous accompagne encore et qu'on a encore envie de porter là. Il vient de sortir en poche, en livre de poche, pardon. Donc il ne faut vraiment pas se priver. Faites cette expérience inouïe qui est la lecture de ce livre. Et merci beaucoup Anne-Laure Tissu pour la qualité de cette traduction. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Merci tout le monde. Merci Pascal.